Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, bilan lecture du mois de septembre, 9 bouquins, une chouquette d'or, un coup de cœur, 6 bons polars et un bon roman. Sauveur et fils de Marie-Aude Muraille, tome 2, aux éditions École des loisirs. Je suis la série parce que je trouve ça plutôt bien fait, plutôt intéressant à lire et je le partage avec vous. On retrouve Sauveur avec plaisir pour le second tome. Il a toujours beaucoup à faire. Des patients qui passent sa porte amènent toujours avec eux des valises bien pleines, fermées à double tour. À chaque moment, ils dévoilent leurs craintes les plus intimes. Il y a Ella, 13 ans, qui s'habille en garçon et chante du Mylène Farmer. Blandine, 12 ans, hyperactive, probablement à cause des kilogrammes de bonbons Haribo qu'elle ingurgite dans la journée. Le sucre qu'ils contiennent lui permet de rester éveillée pour surveiller sa sœur. Le reste du temps, elle anime une chaîne YouTube avec tout plein d'abonnés. Du coup, le reste du temps, elle pique du nez en cours. Il y a toujours Gabin qui a décidé de squatter les combles de Sauveur tant que sa mère reste internée à parler à des gus qui ont un singe sur l'épaule. Il y a aussi Samuel qui n'aime ni l'eau ni le savon et qui s'étonne de prendre des vestes avec des filles. Sauveur, lui, essaye de leur extirper en douceur des vérités qui retiennent de toute leur force. Ils doivent retirer tout ce qui recouvre leur douleur et la mettre à jour. Quand Paprenel s'en mêle pour mettre à mal sa relation avec Louise, il commence à saturer notre psy de compète. Et maintenant, on lui ramène Jojo, un ancien de la Légion qui vit dans la rue. Bien malgré lui, il va prendre de plus en plus de place dans la maisonnée et apprendre de drôles de chansons aux enfants. Un de ses collègues lui envoie une patiente qu'il devrait comprendre, ils sont de la même île. En effet, après quelques minutes de séance, elle lui explique qu'elle s'est fait cacamboiser par son beau-frère. Bon alors là, il devine d'autres pathologies, mais en même temps, on sait jamais, hein. Un roman plein de justesse. On découvre des nouveaux cas, tout en suivant les anciens, qui vont et viennent dans la vie de Sauveur et son fils. On les voit évoluer et muer par moments. Sauveur, Louise et les hamsters tentent, vaille que vaille, de poursuivre leur route ensemble et d'aider, au mieux, ceux qui en ont besoin. Un livre agréable à lire, plutôt intéressant. Il traite de sujets d'ados, d'adultes, qui permettent de mieux comprendre certaines pathologies et plus largement de mieux comprendre l'être humain. Tais-toi, à moins que ce que tu as à dire va mieux que le silence, de Christophe Terebellini. C'est un roman envoyé par l'auteur. J'ai trouvé plutôt agréable à lire, c'est plutôt sympa, un peu différent de ce que je lis d'habitude, mais j'ai passé un bon moment à le lire. Alessandro, 40 ans, vient enterrer sa mère. Depuis 20 ans, il vit comme il peut dans une jolie maison située au sommet d'une colline de Toscane. Il déprime, reste enfermé, et se morfond en se parlant tout seul. Il sombre petit à petit. La mort de sa mère l'oblige à se confronter au réel. Les courriers, les factures, les notaires, la vraie vie quoi. Sa vie d'avant s'est terminée par la mort de sa mère. Il va devoir se confronter à la réalité qu'il fuit. Les voisins, le voyant s'enfoncer, le secouent un peu. Mais c'est surtout leur fille qui pousse sa porte. Il l'a gardée enfant, sauf que devant lui, la petite fille est devenue une jeune femme. Elle l'oblige à trouver quelque chose, à quoi s'accrocher, et à remonter à la surface. Alessandro cherche, et cherche encore. Sauf peut-être cette petite histoire que son père lui contait enfant. Un vieux récit, presque une légende, qui se transmet de père en fils, d'une génération à l'autre. Une histoire de cap et d'épée qui se déroule à Naples en 1647. Des chevaliers qui ont volé un énorme trésor et qui ont fui. On en apprend un peu plus sur Alessandro et son enfance. Son éducation si particulière, bohème. Il a côtoyé les artistes, les intellectuels, mais pas d'autres enfants, ou très peu. Cette incapacité à être présent en classe normale l'a fait évoluer différemment des autres. Et cette tragédie, enfant, qui l'a profondément marqué. Avec cette gentille voisine, ils vont prendre la route, avec des souvenirs, de tableaux de Salvador Rosa, peintre du XVIIe siècle, et de ces énigmes, les voilà partis à l'aventure. Ils vont marcher dans les pas de l'histoire, avec pour objectif de trouver un trésor enfoui quelque part des siècles plus tôt. Ils vont traverser l'Italie et plusieurs pays d'Europe. Sur fond d'histoire, de peintres, de tableaux et de renaissance, nous marchons près d'Amanda et Alessandro. Un début qui se veut un peu lent, un petit peu trop lent pour moi, mais qui présente bien les personnages et nous permet de mieux les découvrir. Ce voisin-là, de Aurore Benito, roman envoyé par l'auteur, plutôt original, sympa à lire. Elle a vraiment trouvé une idée sympa, elle l'a développée, c'est plutôt bien construit. C'est un roman qui est pas très long,
qui fait sourire, un petit peu flippé parfois. Et c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien raconté. Et vraiment, moi je l'encourage à continuer parce qu'on sent qu'il y a une vraie plume derrière, il y a un vrai style. Tout commence dans un petit immeuble entre copropriétaires qui vivent en bonne intelligence. Tous s'entendent plutôt bien, sans compter l'un d'entre eux qui les rend complètement dingues. Lucie est infirmière de nuit. Elle est prête à exploser. Entre son travail, qu'elle ne supporte plus, et son petit ami, qu'elle rêve de renvoyer chez elle, Manu Militari, elle se sent prête à tout. Tellement tendue, elle voit poindre du bout du nez le burn-out. Nicolas, le petit ami d'une copropriétaire, a un comportement nuisible. Avec sa musique qui pousse à fond et son regard lubrique qui laisse couler le long de son corps quand elle prend le soleil, elle se sent prisonnière. Elle n'en dort plus. Son travail commence à en être affecté. Elle se rend bien compte qu'à ce rythme-là, elle risque de se tromper pendant les rondes à l'hôpital. Alors qu'un jour, Nicolas est abordé par certains des occupants de l'immeuble, Vlan, il meurt. C'est Valo. À l'insu de son plein gré, il tombe par terre et casse la pipe. Un accident de pied nickelé, mais qui pourrait être considéré comme un meurtre. Tous les habitants de l'immeuble se retrouvent embarqués dans cette galère. Quand en plus, la mafia locale les menace du pire s'ils ne retrouvent pas un objet que Nicolas leur a pris, parce qu'en plus d'être odieux, il était assez stupide pour tenter d'arnaquer le parrain du coin. Franchement, c'est pas de bol. À quelques jours près, les gros bras du mafieux se seraient occupés de lui, il s'en serait débarrassé. La situation n'est pas au top pour les pieds nickelés. Ils vont devoir faire preuve de sang-froid et d'imagination pour ne pas se retrouver derrière les barreaux. Avant toute chose, ils doivent faire disparaître le corps de Nicolas. À part sa copine, il ne manquera à personne. Le plus vite sera le mieux. L'odeur pourrait déranger. Mais déjà, comment se débarrasser d'un Maccabée? Et comme de bien entendu, le petit groupe se tourne vers Lucie pour trouver une solution. C'est vrai quoi, elle est infirmière. Et c'est comment on fait avec les morts. Avec ses voisins et complices, Lucie va devoir faire preuve de l'imagination pour passer à travers les gouttes. Un humour noir décapant pour une histoire aussi jouissive qu'amusante. La quiche fatale de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Je suis un peu tombé dessus par hasard et je me suis dit, ça pourrait être sympa de découvrir comment l'auteur l'écrit. Puis j'aime bien l'idée Agatha Christie. Et puis en lisant le quatrième de couverture, je me suis dit, allez à Jacques Taès, on verra bien. Et ben vous savez quoi? C'était plutôt sympa. À 53 ans, Agatha Raisin vient de vendre son agence de relations publiques. Après une vie de dur labeur, elle a enfin réalisé son rêve à elle. Des années à mettre des sous de côté, à regarder les maisons qui l'ont fait rêver. C'est son tour. Elle a son cottage à elle, situé dans les Cotswolds avec toutes les décorations qui lui semblaient nécessaires. Il représente son rêve. Un joli jardin, un aménagement qu'elle a imaginé tout au long de sa vie. C'est sa conception du bonheur. Seulement voilà, Agatha reste Agatha. À peine a-t-elle posé ses valises qu'elle s'ennuie. Sa vie, hyper rythmée de Londres, lui manque. Et puis les gens du cru ont un peu tendance à rester fermés aux nouveaux arrivants. Ils vous disent bonjour et au revoir, mais pour eux, si vous n'y êtes pas allé, ça l'agace. Elle veut être acceptée par ces gens, et rien ni personne ne lui a jamais résisté. Alors qu'elle se promène, elle tombe sur une affiche qui présente un concours, celui de la meilleure quiche. Elle va leur faire voir à ces sauvages. En même temps, en dehors de la cuisson du micro-ondes, et malgré une jolie cuisine toute neuve, elle n'y connaît rien. Qu'à cela ne tienne, à Londres, elle sait où se trouve la meilleure boutique de tartes et de quiches. Allez, hop, c'est décidé. Elle va retourner à Londres. Par la même occasion, elle va en profiter pour voir ce qui se passe en son absence. Elle veut gagner. Elle fait tout pour y arriver. Et c'est pas beau du tout. Seulement voilà, le concours ne se passe pas comme prévu. Elle perd. Le juge ramène sa quiche à la maison. Il en mange un morceau. Il s'écroule. Foudroyé. Reine mort. Agatha doit avouer son forfait. Oui. Elle l'a acheté. Morte de honte. Elle s'enferme. Et puis, elle agit comme elle l'a toujours fait. Elle attaque. L'objectif, se disculper et trouver l'assassin. Elle n'est pas policière, mais elle a un cerveau tout de même. De toute façon, elle a que ça à faire. Alors, au boulot. En farfouillant partout et en posant des questions, elle ne se fait pas que les amis. En même temps, elle n'en cherche pas vraiment. Enfin, si un peu, même sous la torture, elle ne l'admettra jamais. Au fur et à mesure de son enquête, elle découvre que son village de carte postale réserve quelques surprises. Pendant qu'elle soulève tous les coins de tapis, elle finit par trouver, presque par hasard, des amis. Elle commence même à éprouver du plaisir en leur compagnie. C'est tout nouveau pour elle. Cela ne lui est jamais arrivé. Et ce policier qui prend soin d'elle. Attention, parce qu'en cherchant, elle va vraiment finir par trouver. Qui voit la meuf, voit la bœuf, celui ou celle qui a déjà tué pourrait recommencer et s'en prendre à elle. Et ce voisin, tout nouveau, tout chaud, qui lui rappelle quelques souvenirs agréables. Agatha Raisin, rue dans les brancards, dynamite les gens. Elle aime bien manger, picoler à chouille, mais reste toujours debout. C'est une femme de son temps, autonome, pleine d'énergie et malicieuse. C'est son intellect et son énergie qui font voler en éclats tout ce qui pourrait encombrer son chemin. Des dialogues justes,
plein d'entrain qui donne le ton et le rythme au personnage de l'histoire. Un roman original, une écriture fluide, qui se lit facilement, des personnages plutôt sympas, une héroïne pleine de peps et d'humour, qui atterrit au beau milieu de l'univers des polars en dépoussiérant un style bien sympathique. Te laisser partir de Claire McIntosh aux éditions Marabout Thriller, Chouquette d'or. C'est un roman qui m'a bluffé. J'ai vraiment été saisi par l'histoire, par les personnages, par le déroulé de l'histoire. Ça m'a complètement pris vraiment les tripes. Dès que je l'ai fini, j'ai fait un petit direct rapide sur Facebook. Je voulais transmettre un petit peu ce que j'avais ressenti à ce moment-là, quand j'étais encore dans le jus des mots. Il y a une espèce de saisissement quand on tombe sur des romans comme ça. Et c'est bien quand on a la possibilité aussi de pouvoir transmettre de suite ses impressions. Et vraiment, c'est un livre qui m'a complètement pris. Une mère récupère son enfant à la sortie de l'école. Il rentre, main dans la main, vers la maison. Les petites jambes de Jacob impriment le rythme de la marche. La pluie dégouline sur son visage, mais il s'en fiche. Sa maman est là. Il lui tient la main très fort. Jacob a 5 ans. Il est heureux. Il sait écrire son nom. Il veut le montrer à sa mère. D'une marche aussi rapide que possible, il rentre chez eux. Alors qu'ils sont sur le trottoir, sa mère lui lâche la main quelques secondes. Aussitôt, Jacob traverse la rue. À travers la pluie, sa mère voit la voiture arriver. Le véhicule percute Jacob, qui s'envole dans les airs avant de retomber lourdement au sol. Autour du corps sans vie de Jacob, un liquide brun et épais s'échappe. La voiture qui a percuté Jacob fait marche arrière. Elle arrache de la ferraille et s'enfuit. Les enquêteurs arrivent sur place presque aussitôt. La pluie ne facilite pas les choses. Les indices et l'eau ne font pas au ménage. Il tente d'en trouver malgré tout. Les témoins restent vagues. Personne n'a pris le numéro de plaque, ni remarqué le type de voiture. Rien qui pourrait les orienter. La presse s'empare de l'affaire. Les tabloïds font leur une dessus. Ils s'interrogent. Pourquoi le jeune garçon n'était-il pas tenu? Qui est vraiment responsable? Les jours passent et les enquêteurs n'ont toujours rien. En quelques secondes, la fille de Jenna a basculé dans un cauchemar. Aurait-elle pu empêcher cette tragédie? Elle ouvre et ferme ses paupières à plusieurs reprises. Elle prend une décision radicale. Elle quitte tout. Oublie cette souffrance, cette nuit de novembre. Lâcher tout ce qui est derrière elle. Elle fuit le regard des autres, vers un petit hameau, sur la côte du pays de Galles. Elle trouve une cabane tout juste habitable. Elle est glacée, mais elle en a besoin. Et ainsi, elle tente de retrouver une vie. Elle veut oublier, laisser sa douleur loin derrière elle. Tant bien que mal, elle tente de se reconstruire. Ce qui écrase sa poitrine et l'empêche de respirer commence à se dissiper quelque peu. Alors que sa vie commence à reprendre un chemin à peu près normal, on frappe à la porte de sa cabane. C'est la police. Ils ont découvert la personne qui conduisait la voiture. Un thriller bluffant avec un énorme twist à mi-parcours et une succession de surprises et de retournements de situation qui ne m'avaient pas autant surpris depuis très longtemps. C'est aussi un récit bouleversant qui vous tient les tripes jusqu'à la dernière ligne, une écriture maîtrisée, des personnages aussi réalistes qu'attachants, des sujets douloureux abordés de manière juste et sans concession. J'ai été aspiré par l'histoire et complètement pris par les événements. J'ai été débordé. Un auteur qu'il va falloir surveiller de près dans les années à venir. Une chouquette d'or méritée et à dévorer sans aucune modération. Le Zoo de Jean Phillips aux éditions La Bête Noire. C'est mon libraire qui me l'a proposé et je me suis dit pourquoi pas. C'est plutôt bon polar, c'est plutôt bien réussi. J'ai trouvé un petit peu de lenteur à un moment donné, mais sinon un récit prenant et on suit jusqu'à la dernière ligne. Johan et son fils Lincoln flânent au zoo. Ils s'écartent un peu des sentiers battus, prennent leur temps. Johan entend le premier bang. Il se trouve dans un zoo, entre les ballons et toutes les activités qui tournent autour des animaux et des jeux, elle n'y trouve rien d'inquiétant. De toute façon, il est l'heure de rentrer, le zoo va fermer. Elle négocie avec son fils, qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout, envie de quitter leur petit paradis. Elle commence à revenir sur leurs pas. Elle retrouve les axes empruntés par les retardataires qui traînent comme eux. Un autre bang, suivi d'une dizaine d'autres bruits du même type, mais en staccato. Johan repose son fils par terre et s'avance un peu. Elle voit le premier corps au sol. En face d'elle, une silhouette qui lui tourne le dos. Un homme brun, jean, t-shirt noir. Il donne un coup de pied dans la porte des toilettes. Il lève son bras en direction de l'intérieur. Dans le prolongement de sa main, un fusil noir, hideux. Elle croit voir un autre individu, mais n'est pas sûre. Sans demander son reste, elle prend son homme sous le bras et se met à courir. Elle tente de visualiser le plan du zoo et l'endroit où il se trouve. Son objectif, mettre le plus de distance entre ces fous furieux et eux. Tout en courant, elle essaie de trouver
la meilleure cache possible où il pourrait être invisible. Elle finit par en trouver une et cherche refuge. Elle tente de garder son sang-froid en essayant de ralentir son cœur qui cogne violemment dans sa poitrine. Elle fouille son sac et y trouve les figurines que son fils adore. Avec ça, elle va pouvoir l'occuper un peu. Mais elle sait que les enfants sont des éponges, ils devinent tout. Ce sont des détecteurs sur pattes. Il sait qu'il se passe quelque chose d'anormal. Mais pour le moment, ça ne le perturbe pas plus que ça. Les hommes approchent. Elle doit demander à Lincoln le silence absolu. Ils les entendent parler. Leur naturel est effrayant. Tuer est un jeu. Alors que les cadavres jonchent le sol, ils blaguent entre eux. Blottis, l'un contre l'autre, ils tentent de disparaître. Le temps passe. Mais il y a bien une chose que les enfants devinent. L'heure du casse-croûte. J'ai faim, dit-il. Son fils a attendu. Mais là, il va falloir trouver quelque chose et vite. À cette heure-là, et vu les circonstances, elle ne voit que les distributeurs. Pour ça, ils vont devoir quitter leur abri. Les distributeurs se trouvent dans une zone éclairée. Ils se dirigent avec précaution vers la source de lumière en tâchant de rester le plus discret possible. Elle sait que pendant un moment, ils quitteront le noir pour devenir une cible. Accroupie, elle regarde face à elle l'endroit où se trouvent les distributeurs. Et oui, il y a de la lumière. Mais elle croit voir d'ailleurs un coin, moins éclairé, où il pourrait se cacher à coupe-tôt. Elle prend son fils, qu'elle calme, comme elle peut sur sa hanche, et court. Cramponne-toi! Il s'élance. Un thriller qui peine à démarrer, mais qui vous saisit d'un coup jusqu'à la dernière ligne. Pour moi, trop de passages avec la mère et son fils qui durent un petit peu trop de temps et qui enferment un peu le lecteur. Il m'a manqué un échange avec quelqu'un d'autre, une espèce de réciprocité qui m'aurait plus mis dans l'ambiance. Mais il y a un rapprochement avec un autre personnage qui fait que, hop, on est pris, on est entraîné et on va jusqu'au bout, complètement pris par l'histoire, on a envie de savoir ce qui se passe et comment ça va se dérouler. Transparence, d'Ayerdal, aux éditions Livre de Poche. C'est un roman très surprenant, thriller, et j'ai été vraiment surpris en faisant un peu de rangement dans la bibliothèque que je suis tombé sur ce livre-là. Je me suis dit, est-ce que j'ai lu ou pas? Et je l'avais pas lu. Et c'était pas bien du tout parce que c'est un très bon livre qui est plutôt bien fait et qui fait qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Hein. Criminologue québécois, Stephen est installé à Lyon. Il travaille pour Interpol. Il est méthodique et précis. Il rassemble des faits et centralise de nombreux documents qu'il recoupe avec tout ce qu'il y a de factuel. Ce qui en découle est proprement stupéfiant. Il découvre quelque chose de tellement envahissant et hors norme qu'il s'applique à tout vérifier plusieurs fois afin d'éviter toute erreur. Il vient de découvrir Anne X, une jeune femme qui a commencé sa carrière criminelle à 12 ans. Elle a exécuté ses parents et l'un de leurs amis. En fouillant dans toutes les bibliothèques auxquelles il a accès, il découvre un mode opératoire qui fait d'elle l'une des criminelles les plus prolifiques de ces dernières années. Pourtant, personne n'a jamais fait le rapprochement. Brillante, elle anticipe chaque attaque. Elle répond, brutale, aussi tranchante qu'une lame chirurgicale. Elle frappe sans pitié, sans hésitation, sans remords. Derrière les morts, elle ne laisse qu'un vague souvenir. Un trouble qui s'estompe en quelques heures. C'est sa marque de fabrique. Elle se fond dans les paysages qu'elle traverse. Pendant son enquête, Stephen découvre qu'elle a été internée et suivie par des psychiatres. Il arrive à mettre la main sur une partie des documents qu'il a décrits comme une enfant brillante mais perturbée. Il devine que des psys l'ont aidé. Anix, à sa manière, protège ceux qu'elle estime faire partie de son bord. Sans y aller, elle tue toute personne qui pourrait représenter un danger quelconque pour elle ou ses proches. Stephen commence à fouiller dans les dossiers chauds bouillants et se rend compte qu'une organisation titanesque se sert d'Anne X pour des intérêts personnels et politiques. Comme lui, il est pour chasse, mais pas pour les mêmes raisons. Stephen, lui, va à un procès. Une chasse à l'homme, ou plutôt à la femme, se met en place. Une traque de 4 ans, un tour du monde et d'horizon de tous les services secrets de la planète. La mise à jour de petits jeux qui se jouent les uns avec ou contre les autres. C'est aussi une histoire tout simplement incroyable qui nous fait traverser le monde tout en rencontrant des personnages qui renvoient à des actes qui par moments nous rappellent des faits plus vrais que nature. Comme de longs échos de Elena Piacentini aux éditions Fleuve Noire. Moi, c'est un roman que j'ai bien aimé, c'est une nouvelle aventure avec un nouveau groupe, de nouveaux personnages. Je pense que c'est plein de promesses. Voilà, c'est un auteur que j'aime bien, avec un vrai rythme, un vrai style, des vraies idées, qui fait que ces livres sont toujours très intéressants à lire. La DPJ de Lille est sur les dents. Le chef de groupe, Lazaret, et son bras droit, Mathilde Sénéchal, sont dans les starting blocks. On vient de retrouver Vincent Dussart, et est en état de choc. Alors qu'il se rendait chez sa femme pour des retrouvailles chaleureuses, il découvre son corps. Elle a été assassinée, et leur bébé, de quelques mois, a disparu. Sénéchal, surnommée la Reine des Neiges, n'est jamais aussi douée que lorsque la pression est énorme. Pour éviter toute perte de temps, elle organise les différentes interventions, suit chaque étape et tente de trouver une voie pour retrouver l'enfant. Tous les policiers sont en éveil. Avec l'équipe, elle plonge dans l'action
et fait feu de tout bois. L'interrogatoire de Dussart ne lui plaît pas. L'homme, bien que secoué, ne lui semble pas clair. Chaque heure qui passe laisse imaginer le pire des scénarios. À plusieurs milliers de kilomètres de là, une alarme retentit sur un ordinateur. Dans sa maison, l'homme sursaute. Sur son PC, il a installé des mots-clés en prévision d'actes tels que celui d'aujourd'hui. Il hésite. Ces montagnes sont devenues son univers, son refuge. Est-il prêt à tout lâcher pour retrouver un passé qu'il a décidé d'abandonner? Replonger dans la ligne humaine qu'il a fui? La réponse est oui. Une vieille histoire qu'il n'a pas pu terminer. Des images et des visages qui sont gravés dans la glaise de sa mémoire et qui l'empêchent d'avancer. Il est temps d'y mettre un terme. Ce qui est en train de se passer à Lille pourrait lui donner des indices qu'il n'avait pas avant. Sa rencontre avec Mathilde Sénéchal va faire des étincelles et provoquer des événements aussi violents que passionnants. Une nouvelle équipe, un nouveau groupe pour Lena Pigentini, qui quitte Léonie pour Lazaret et Sénéchal. Une narration différente, des personnages, plein de promesses et une histoire qui fait froid dans le dos. À la fin du livre, l'auteur nous explique qu'un fait divers lui a donné l'idée de continuer une histoire tout de tour. J'ai aimé ce personnage féminin, puissant. L'auteur se sert de plusieurs angles pour nous la présenter sous différents abords qui la rendent très humaine. La rencontre avec le montagnard et la citadine est aussi imaginative qu'explosive. Deux caractères très différents qui s'emboîtent. Petit bémol pour moi dans la présentation de l'équipe, la première partie où l'auteur nous fait entrer dans ce nouveau groupe de la DPJ. Peut-être ai-je trop l'habitude de côtoyer Léonie. Du coup, certains passages de la présentation m'ont semblé un petit peu lents. Une fois que tout ce petit monde est bien en place, l'enquête nous attrape par les tripes. L'intervention du montagnard dans le groupe donne un regard nouveau sur Mathilde Sénéchal. Il l'oblige à baisser les murailles qu'elle a dressées tout autour d'elle. À travers ses yeux, on découvre la vie de Sénéchal qui font quand sa petite voisine vient la voir ou quand un chien pointe le bout de sa truffe. Un nouveau roman réussi et prometteur avec des nouveaux personnages qui ne demandent qu'à se développer dans de nouvelles enquêtes, à dévorer sans modération. Ne lâche pas la main de Michel Bussy aux éditions Pocket, coup de cœur du tracker, un roman que j'ai beaucoup aimé. Bussy, de toute façon, il a un vrai style narratif. On aime, on n'aime pas. Moi, j'adore. Il se sert très bien du cadre qu'il a choisi pour raconter cette histoire. Et c'est très prenant. Martial passe des vacances de rêve en famille. Pendant que sa femme, Liane, monte dans sa chambre, Sofa, sa fille de 6 ans, barbote dans l'eau de la piscine. Leur séjour se déroule pour le mieux jusqu'au moment où Liane disparaît. Le capitaine, Adja Purvi, est dépêché sur place. Pas vraiment heureuse d'accourir parce que le patron de l'hôtel a passé un coup de fil. Il faut protéger le touriste. C'est une espèce protégée. Encore un estivant dont la femme s'est fait embarquer. Le soleil, la mer, les beaux abdos. En général, elles reviennent d'elles-mêmes quelques jours plus tard, le sourire aux lèvres. Alors qu'Adja entre dans la chambre du couple, elle remarque tout de suite des gouttelettes de sang. Un coup de chaud de Lille n'est plus d'actualité. Elle interroge le personnel de l'hôtel. Ils ont tous vu la femme monter dans sa chambre, mais personne ne l'a vu sortir. Plusieurs employés affirment même avoir vu le mari sortir de leur chambre avec un gros chariot qui aurait pu contenir le corps de sa femme. Adja commence à se poser des questions et demande plus de renseignements sur Martial. Ce qu'elle apprend la fait tiquer. Il semble que le mari ne leur ait pas tout dit. Avec Christos et son équipe, il se précipite vers l'hôtel pour arrêter Martial. Peine perdue. Sa fille et lui s'envolèrent. Furieuse, Adja déclenche l'alerte. Un gigantesque filet est jeté sur l'île. Le plan a été pensé pour ne laisser passer personne. Tout est cadenassé. Martial est suspect du meurtre et se trouve avec sa fille de 6 ans embarquée avec lui. Ils doivent l'arrêter au plus vite. Adja et Christos enquêtent parallèlement. Lui commence à se poser toutes les questions sur le comportement du suspect. D'abord, il les appelle complètement paniqués, puis il commence à s'embourber dans des explications confuses pour finir par s'enfuir avec sa gamine sous le bras. Quelque chose ne colle pas avec cette version. Pourquoi fuit-il? Et surtout, vers quoi? Vers qui? Martial connaît l'île. Elle lui a coûté suffisamment cher. Et voilà que le destin le replonge dans un autre cauchemar. Christos en a trop vu pour ne pas y voir du bancal. Il pose des questions, il commence à remuer le passé. Des nouveaux cadavres viennent couvrir la route des fuyards. La mort semble les cerner de toutes parts, à moins que... Comme un architecte, Bussy construit petit à petit son intrigue. Il présente ses personnages qu'il façonne comme un sculpteur de mots. Il présente chacun sous un certain angle. Bussy aime jouer avec les mots, avec les situations. Selon qu'une action est vue par un enfant ou un adulte, les conclusions ne seront pas les mêmes. Bussy est un conteur né. Il se sert de tout ce qui l'entoure pour donner vie à l'histoire. Dans l'île, on ressent la chaleur qui s'écrase, la moiteur qui étouffe. On est saisi par les couleurs vives des plantes, des tropiques, qui colorent notre champ de vision. On y associe l'odeur de la mer,
ainsi que les sables brûlants sous les pieds. C'est un vrai coup de cœur du tracker à dévorer, comme les chouquettes, sans modération. Ça va être tout pour ce mois-ci. 9 bouquins. Certains préfèrent une vidéo par livre, d'autres que je les réunisse toutes. J'essaie de vous proposer ce qui pourrait vous plaire. Donc bonne lecture, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous. À bientôt, au revoir.